Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes et un joyeux Noël et un bon réveillon. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un tout nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne qui est des tops. Donc ce sera un top 10 cette fois-ci. Un top 10 des 10 meilleures factions pour moi de la TNA, partie 1. Parce que si je vois que ça vous plaît, je pourrais en faire une partie 2 parce que j'ai d'autres idées de factions que la TNA a eu que je pourrais mettre dans une autre vidéo. Pourquoi j'ai choisi en premier un top 10 des factions de la TNA? C'est parce que quand on parle faction, quelle est votre faction préférée dans le monde du catch? Tout le monde va citer WCW pour NWO. Il y en a qui vont citer ECW pour les Dudley Boys. Il y en a qui vont citer WWE pour DX, Evolution. Il y en a qui vont citer même la NWA pour les Forcemen. Il y en a qui vont citer, je sais pas moi, AEW pour le Inner Circle ou The Pinnacle. Voilà, et ils vont citer plein d'autres fédérations, par exemple New Japan pour Bullet Club. Bref, vous l'avez compris. Alors que la TNA, il y a eu beaucoup de très très bonnes factions dans toute l'histoire de la TNA. Et malheureusement, il y en a quand même été pour moi certaines des meilleures factions de l'histoire du monde du catch, mais que peu de personnes soit en parlent, soit qui ont oublié, soit qui n'ont pas connu. Donc à travers ces petits top 10, je ne veux pas par exemple dire que le premier sera plus important que le dernier et vice versa. C'est juste que je veux justement, à travers les vidéos top, faire découvrir des factions ou des fois des catcheurs, des choses comme ça. En fait, le but de mon top 10, c'est pas de mettre une faction plus en valeur qu'une autre, c'est de faire découvrir ces factions-là. Et j'ai choisi TNA parce que pour moi, TNA ont créé certaines des meilleures factions et peu de personnes en parlent. Donc voilà, donc je vais pas plus parler et on va directement commencer par la première faction. La faction numéro 1 que j'ai choisie dans ce top est The Aces and Eights. Aces and Eights est un groupe qui a débuté sa formation en 2012, plus précisément le 14 juin 2012, après que trois hommes masqués, justement, aient attaqué Sting. Le visage était masqué, et chaque semaine, on les voyait, disons, régulièrement dans une vignette vidéo, dans une salle, ou on aurait dit une salle de poker, où chaque semaine ils revenaient, ils faisaient des attaques. Mais à l'heure actuelle, personne ne savait qui c'était. Après, il a commencé à avoir quand même des visages qui ont été dévoilés. Le premier visage a été dévoilé le 25 octobre 2012 et ça avait été Doc Gallows. Donc voilà. Après, quelques temps après, il y a eu d'autres visages qui ont été démasqués. Il y a eu Mike Knox qui a été démasqué. Peu de temps après, nous avions eu, le 7 février exactement, Kurt Angle avait rapporté justement un match en cage contre Mr. Anderson et Wes Briscoe et Garrett Bischoff sont rentrés et ont justement révélé être des membres des Season 8 et une rivalité là du coup commencé entre Hulk Hogan, Sting et Bully Ray contre les Season 8. Entre temps, on avait appris que Devon avait été aussi un des cerveaux du groupe parce que tout le monde à l'époque pensait que Devon était le comment dire le président, mais justement lors de Lockdown 2013, quand on avait eu un match pour le titre TNA entre Bully Ray et Jeff Hardy, qui je rappelle Bully Ray était à l'époque le gendre pour une storyline de Hulk Hogan parce qu'il est sorti avec Brooke Hogan. D'ailleurs, il a fallu du temps pour que Hulk Hogan puisse accepter Bully Ray parmi les siens. Et justement, lors de de Lockdown, il y a les Seasonades qui sont venus autour du ring. Et là, il y en a un des Seasonades, Devon, si je ne me trompe pas, qui a balancé un marteau au centre du ring. Alors que tout le monde pensait que Bully et Jeff allaient s'associer pour balayer les Seasonades,
envoie Bully Ray donner un coup de marteau derrière la nuque de Jeff Hardy et qui révèle être du coup le leader des Aces and Eights. Après, les Aces and Eights ont eu une rivalité aussi assez marquante en 2013 contre la Main Event Mafia, la nouvelle Main Event Mafia, mais ça j'en parlerai plus parce qu'elle fait partie des factions que je citerai, et également contre Chris Sabin, qui avait fait pour la première fois de l'histoire mis son... Non, pas pour la première fois, pour la deuxième fois, excusez-moi, le titre X-Division vacant pour avoir une chance au TNA World Championship. Et du coup, Chris Sabin avait obtenu du coup sa chance et était devenu champion. Et Bully Ray, du coup, n'était plus champion d'Impact, de la TNA à l'époque. Nous avions eu aussi entre-temps d'autres membres qui avaient rejoint. Nous avions eu Mr. Anderson, plus connu sous le nom de Mr. Kennedy. Nous avons eu D'Lo Brown, qui était à l'époque un officiel, qui avait également rejoint Aces and Eights. Nous avions eu Taz, qui était le commentateur. Et nous avions eu aussi le combattant et légende du MMA, Tito Ortiz. Et nous avions eu également Brooke Tessmacher, qui était la manager, ses petites copines à l'époque, de Bully Ray. Après, il y avait eu justement AJ Styles qui avait fait son retour. Et pendant plusieurs semaines, les Season 8 commençaient vouloir recruter AJ Styles. Tout le monde pensait AJ Styles va rejoindre et Season 8. Au final, ça s'est terminé à Bound for Glory, un match entre AJ Styles et Bully Ray. Mais voilà. Donc, au final, AJ Styles s'est rangé du côté de TNA plutôt que des Season 8. Et là, en 2013, il y avait vers octobre, il a commencé à avoir des tensions entre Mr. Anderson et, et justement Bully Ray. Et justement, Mr. Anderson, qui était à l'époque membre des Season 8, a été la personne qui a réussi à mettre fin au groupe. Pour moi, j'ai mis ce groupe-là parmi les top 10, tout simplement parce que pour moi, c'était un de mes groupes préférés. J'adorais l'époque Season 8. C'était un gang un peu mode biker et tout, j'aimais bien. Ça, en plus, la composition, il y avait des vétérans, il y avait des jeunes, donc j'aimais bien, franchement. Je trouvais que ça faisait super heal. En plus, Bully Ray en heal, il est excellent. Donc la faction, j'avais beaucoup aimé. Et pour moi, c'est une faction que si vous n'avez pas connu l'époque Aces and Eights, je vous la recommande parce que c'était pour moi une des meilleures époques et une des meilleures factions de tous les temps du côté d'Impact Wrestling. Nous passons à la seconde faction qui était Evie 2.0, excusez-moi, qui était une faction qui a malheureusement pas fait long feu. Hein. Elle a duré quoi? Elle a duré un an. Si je me, elle a duré allez, ouais, on va dire un petit peu plus d'un an. C'est une faction qui a vu le jour le 15 juillet 2015 lors d'une édition de d'Impact où là on a eu des ECW Originals, Rob Van Dam, Tommy Dreamer, Mick Foley, Raven, Stevie Richards, Rhino, Brother Devon, Pat Kennedy et Al Snow qui sont venus prendre d'assaut la TNA. Donc c'était une réunion. Après, il y a eu d'autres catcheurs qui les ont rejoints plus tard. Il y avait eu Sabu, il y avait eu qui d'autre? Il y avait eu euh, Bubba Ray Dudley. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup, cette faction, voilà, c'était des anciens de la ICW qui voulaient justement euh, redonner, comment on pourrait dire ça? Redonner de la valeur à la ICW en se montrant quoi qu'ils étaient toujours là, si je peux dire, voilà, c'était un truc comme ça. Et Dixie Carter leur avait donc autorisé de faire pour One Night Only un pay-per-view du nom de Hardcore Justice qui regroupait justement une réunion de d'anciens de la ICW où d'ailleurs dans le main event on avait eu Sabu contre Rob Van Dam, nous avions eu aussi Al Snow et Axel Rotten contre Team Trady. Nous avions eu des gars comme qui c'est qu'on avait eu? On avait eu Tucker Scorpio, Brother Run. Bref, il y avait eu beaucoup de monde.
Et du coup, ce pay-per-view-là avait eu lieu le 8 août 2010, qui est d'ailleurs un très bon pay-per-view, vraiment, que je vous recommande d'ailleurs. Si vous voulez la carte, bon, on va un petit peu en parler, hein. Ça avait été The FPI, donc Little Guido, Tracy Smothers et Tony Mamaluke, qui avaient affronté Kit Kat, Simon Diamond et Johnny Swinger. Il y avait eu Tuchel Scorpio contre C.W. Anderson. Stevie Richards contre PG Polacco. Rhino contre Brother Rant et Al Snow. Bon, ouais, celui-là, je vous l'avais dit. Enfin, il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de stars de la ACW. Et du coup, ils se sont retrouvés face au groupe Fortune, que je vous parlerai plus tard. Et du coup, c'est le groupe Fortune qui avait mis fin justement au groupe, malheureusement, où en gagnant le match, justement, ben, le premier a été Sabu qui avait été renvoyé. Et vraiment, le groupe, voilà, il a pris fin en 2011. C'était un groupe qui a pas fait long feu, mais un truc que j'ai bien aimé aussi. Non, c'était pas Fortune. C'était, excusez-moi, Camille Fin, je viens de dire une bêtise. Si, c'était Fortune à l'époque. Autant pour moi. C'était Fortune sous l'ordre de Eric Bischoff qui voulait mettre fin en gros à ce groupe. Et c'est justement en 2011 que le groupe a vraiment pris fin. Fait un peu marquant, c'est qu'il y a eu un gars qui n'a jamais été à la ICW, qui a fait partie de ce gang. C'était Brian Kenrick, parce qu'à l'époque, Brian Kenrick, il était un peu en mode gourou psychopathe, donc ils ont dit, il est un peu dans le mood de CW, donc en gros, Brian Kenrick, à l'époque, c'était un peu le poulain, quoi, des CW Originals. Cette équipe, malgré qu'elle n'ait pas fait long feu, je l'ai mis, parce que je trouvais l'idée pas mal d'avoir redonné une chance à des anciens justement d'une ancienne compagnie morte, de pouvoir se retrouver tous ensemble, refaire équipe. Il y avait eu des tensions à une période où il y avait eu des personnes qui croyaient que Rob Van Dam allait les trahir. Il y avait eu des Tommy Dreamer contre Rob Van Dam. Mais je trouve que le seul point qui a été dommage dans cette faction, c'est que justement, elle n'a pas eu plus d'impact et pas duré longtemps, quoi. Parce que je pense que sur du long terme, ça aurait pu faire quelque chose de pas mal. Mais en tout cas, c'est une faction que j'ai beaucoup appréciée. De toute façon, toutes les factions que j'ai mis dans ce top-là, c'est des factions que j'ai bien appréciées. Donc voilà. Une faction que pareil, je vous recommande. Très très bonne faction. Comment parler de faction de la TNA sans évoquer Fortune et les Immortels, qui sont pour moi les deux meilleures factions de l'histoire de la TNA, voire même une des meilleures factions pour moi qui a existé dans le monde du catch. Cette faction a vu le jour exactement en 2010, quand Hulk Hogan et Eric Bischoff ont commencé à arriver du côté de la TNA. Donc voilà, au début tout se passait bien. Il a commencé à avoir une petite association, Ric Flair et qui commence à manager J Styles, qui a après créé Fortune avec Beer Money, Carl Zarian et Christopher Daniels. Et de l'autre, on avait Kogan qui avait comme poulain Abyss. Le 17 juin 2010, Abyss s'est retourné contre Hogan, où il a dit qu'il était sous le contrôle de eux. Et donc, jusqu'à maintenant, personne ne savait qui étaient ces fameux eux. Et voilà, pendant quelques temps, il y a eu des attaques, euh, notamment sur le champion Rob Van Dam, et Abyss avait annoncé que justement, les fameux eux seraient là à Bound for Glory. Sting, qui était là à l'époque, avait des soupçons sur Hulk Hogan, Eric Bischoff et Jeff Jarrett, en disant ouais, je pense que c'est vous. Enfin, il faisait des soupçons comme quoi il pensait que Eric Bischoff et Hulk Hogan préparaient un coup. Là, après, Hulk Hogan commence à faire venir ses amis. Il y avait The Band, donc Scott Hall et Kevin Nash, qui eux, bon, dans l'histoire, ils n'ont pas eu un grand rôle, ils n'ont pas été là très très longtemps. Donc, du coup, nous arrivions
à Bound for Glory, plus précisément au main event, qui était pour le titre, qui opposait donc Jeff Hardy contre Kurt Angle contre Mr. Anderson. Donc le match commençait bien, voilà. Et vers la fin du match, il y a Eric Bischoff qui a commencé de s'approcher du ring avec une chaise et il voulait justement intervenir, mais Hulk Hogan est venu le stopper en disant et commence à avoir un désaccord entre les deux en lui faisant non 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 fais pas ça, nanana. Mais là, il y a eu Jeff Hardy qui a pris une béquille et qui a explosé la béquille sur le dos de Rob Van Dam et de Rob Van Dam de Mr. Anderson et de Kurt Angle. Et justement, après, il y a Abyss et Jeff Jarrett qui révèlent que les fameux E qui l'ont contrôlé depuis le début, c'était justement Hogan, Bischoff, Jeff Hardy, Jeff Jarrett. Et là, la création de Immortal a commencé à justement euh, prendre une importance. Euh, et du coup, c'était une ambiance assez chelou parce qu'on voyait Jeff Hardy en heel. Personnellement, Jeff Hardy en heel, je le trouvais superbe. Il se faisait son l'Antéchrist. Donc, quelques temps après, il y a eu Fortune, donc composé à ce moment-là de AJ Styles, Kazarian, Bobby Roode, James Storm, Douglas Williams et Edman Morgan qui ont donc rejoint euh, Immortal. Après, il y a eu d'autres membres qu'on rejoint plus tard, tels que par exemple, il y avait Gunner, plus connu sous le nom de Jackson Riker récemment. Enfin, il y a après plus tard, on avait eu Matt Hardy qui est arrivé un peu plus tard. Vraiment, c'était un groupe vraiment de heal. Et pour moi, c'était le meilleur groupe. Et Dixie Carter était un peu, comment dire, hors de contrôle parce que elle avait donné la direction à Eric Bischoff et à Hulk Hogan. Donc voilà, elle s'était un peu tiré la balle dans le pied. Et du coup, voilà, ils ont commencé à se chamailler, disons. Et voilà, il y a eu aussi des Scott Steiner que j'ai fait complètement oublier. Et justement, en 2012, c'est là qu'arrive la fin de, ben de Immortel lors d'un match qui opposait Hogan contre Sting. Donc Sting à un moment donné se fait démonter par les Immortals et là Sting en sang parce qu'il y avait Hulk Hogan et Sting ils étaient en sang. Il supplie Hogan s'il te plaît Hogan aide-moi 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 et là il y avait le public qui chantait oh qui a encouragé Hogan et là Face de Hogan qui déchire son t-shirt et là Hogan qui s'associe avec Sting et qui démolit les Immortels. Plus tard, il y a eu aussi Abyss qui a effectué un face turn. Et lors de Lockdown, euh, il y avait eu justement Team Bischoff, Eric Bischoff contre Team Garrett Bischoff. Donc euh, Garrett Bischoff qui était qui est le fils de Eric Bischoff, qu'à l'époque il jouait le rôle de l'arbitre. Il avait été pris sous l'aile de Hulk Hogan et des autres, disons, qui étaient contre les Immortels. Et du coup, c'était justement cette team-là. Je me rappelle plus exactement qui c'est qu'il y avait dans les deux teams, mais je me rappelle d'un match quand même assez brutal, euh, qui était assez brutal. C'était dans un Lethal Lockdown. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Lethal Lockdown, c'était comment dire une cage fermée. Qu'en fait, dès que tout le monde rentrait, il y avait des objets. Donc voilà, c'était ça. Mais voilà, le match était très très bon. Et au final, ça s'est terminé par justement l'équipe de Garrett qui était composée, voilà, j'ai les participants. Dustin Harris, AJ Styles, Mr. Anderson, Rob Van Dam et Garrett Bischoff contre Team Eric, qui étaient eux composés de Bully Ray, Christopher Daniels, Kazarian, Gunner et Eric Bischoff. Et du coup, Eric Bischoff perd et il doit quitter justement la TNA. Et justement, c'est comme ça que les Immortels ont été dissous. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette période-là de la TNA, je vous le conseille parce que pour moi, c'était la meilleure période de la TNA de l'histoire.
Il y avait des débuts, des rebondissements. C'était vraiment, pour moi, l'apogée de la TNA. Même si à cette période-là, ils ont perdu beaucoup d'argent, je pense que c'est quand même à cette période-là qu'ils se sont fait beaucoup connaître. Donc, je vous conseille de regarder ces moments entre, allez, 2010-2012. C'était des moments incroyables, je vous le conseille. La prochaine faction que j'ai choisie, malgré qu'elle n'a pas duré extrêmement longtemps, est Mexican America, qui était composée de deux binômes, donc un binôme masculin et un binôme féminin. C'était donc Hernandez, connu pour être dans LAX avec Homicide, etc. Anarchia, Rosita, plus connue sous le nom de la WWE sur Selena Vega ou Queen Selina, et Salita, plus connue sous le nom de Sarah Stock, ou Black Angels du côté du Mexique. Cette faction a malheureusement pas duré extrêmement longtemps, car elle a débuté en 2011. Ben, après que la majeure partie de l'année 2010, Hernandez a catché pour la Triple A. Donc il a fait son retour du côté d'Impact de la TNA le 10 février 2011, où il avait été recruté par The Immortals pour empêcher son rival du moment, Matt Morgan, de remporter le championnat. Donc, peu de temps après, le 13 février, lors du pay-per-view Against All Odds, Hernandez a expliqué pourquoi il avait changé d'attitude et pourquoi il était devenu heel, en disant que pour lui, les citoyens américains étaient des personnes de seconde zone, alors que le Mexique était des citoyens au-dessus. Et il a donc décidé de s'associer avec ses cousines pour la storyline, Rosita et Sarita. Le 13 mars, lors de Victory Road, Hernandez bat Mad Morgan dans un First Blood match après qu'un membre du public lui ait utilisé une pochette de faux sang, ce qui lui a fait remporter le match. Peu de temps après, il remporte un match à 3 contre Hernandez, Salita et Rosita contre Matt Morgan, Angelina Love et Winter. Et le fan avait justement intervenu. Euh, non, il était intervenu à Victory Road, excusez-moi, lors de l'entrée de Matt Morgan. Et justement, nous apprenions plus tard que ce fan-là était en fait Anarchia, le nouveau membre de, de Mexican America. Mexican America ont aussi eu la chance de capturer les titres tag team masculins. Et également ont eu les chances de capturer les titres féminins tag team. Donc de Rosita et Sarita ont eu la chance. Du coup, après, ils ont fait plusieurs rivalités. La rivalité que j'irais les plus marquantes, c'était contre Inc. Inc. Donc Jesse Neal, Sean Moore et Jesse Neal, qui étaient accompagnés à l'époque de Christina Von Herry. Malheureusement, le 17 novembre, Hernandez et Arnaca perdent leur titre tag team contre Crimson et Matt Morgan. Et après, le 22 mars, c'est Rosita et Sarita qui perdent leur titre contre Eric Young et ODB. Et malheureusement, le 27 avril, Anarchia, du coup, se fait renvoyer d'Impact. Donc le groupe, il est dissous. Je trouvais ça dommage parce que j'étais un grand fan de ce groupe, j'aimais beaucoup. Et je trouve que malgré le peu de temps qu'ils ont eu, ils avaient donné une ambiance un peu latine, j'aimais beaucoup. Ça rappelait un peu LAX et en plus ça donnait l'opportunité à l'époque à Sarita qui était une vétérane, à l'époque toujours, à revenir sur le devant de la scène. Rosita qui était très très jeune à l'époque à pouvoir briller. Anarchia qui était inconnu au bataillon, pareil. Donc voilà, à l'heure actuelle, Sarita n'est plus coach à la WWE, donc à mon avis, elle risque de peu de temps reprendre le catch. Anarchia, je vous avoue, aucune nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il devient. Je sais pas s'il continue le catch. Je sais qu'il avait fait des petites apparitions à la OVW, mais après pas plus. Rosita, pareil, elle est le catch à la WWE, hein, Queen Selina.
Et Hernandez, lui, il est retourné du côté d'Impact Wrestling. En tout cas, c'est une faction que j'apprécie bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans ce top, parce que j'aimais beaucoup cette faction personnellement. Nous passons à la première faction que j'ai mis, je vous avoue, surtout pour rendre hommage à Jimmy Rave, c'était The Rock and Rave Infection, qui est une équipe qui a malheureusement pas duré beaucoup de temps, hein, je vous avoue. Elle a commencé à être lancée en 2017, et elle a fini, elle a fait ses derniers matchs en 2008. Donc voilà. Cette équipe était composée donc du regretté Jimmy Rave qui nous a quitté cette année exactement le 12 décembre à l'âge de 39 ans, car il avait eu des problèmes avec la drogue, il avait dû se faire amputer d'un bras et des deux jambes, et après sa santé a été de plus en plus mal. Christy Amy et Lance Rock, qui est plus connu actuellement sous le nom de Lance Archer. Donc du coup, l'équipe a débuté lors de No Surrender dans un tag team gauntlet. Après, ils ont fait quelques autres matchs, mais je veux dire, voilà, il n'y a eu rien de bien, comment dire, notable, à part le 15 novembre 2007 où elles ont gagné justement LAX. C'était leur plus grosse victoire, quoi. Mais comment dire, comment dire, ils ont pas vraiment eu de grosses victoires. Je veux dire, pendant leur run, ils n'ont même pas eu de titres, quoi. Donc, ils ont acheté des rivalités, des rivalités, des rivalités, des rivalités, mais sans forcément de titres. Jimmy Rave, ce que je suis un petit peu triste, c'est qu'il n'ait jamais eu la chance d'être champion X Division. Ça, je trouve ça assez dommage parce que il avait tout hein, pour être champion X Division. Je vais être honnête avec vous, il avait vraiment tout, mais il a quand même un bon petit palmarès. Du coup, l'équipe s'est dissous en février 2009, après que Lance Rock a été libéré de son contrat, et seulement quelques jours après, exactement le 26 février, Jimmy Rave également. Donc voilà, malheureusement, ils ont quitté la TNA et après ils ont fait chemin à part. Du coup, malheureusement, Jimmy Rave nous a quittés. Christy Amy, elle est devenue mère de famille, donc elle a arrêté le catch, elle fait toujours des petites apparitions dans des conventions, signature d'autographes, etc. Et Lance Rock, il est actuellement blessé, mais il catch du côté d'Impact Wrestling. Le plus triste que je trouve quand même pour cette faction, c'est que c'est une faction qui était assez bien. Il y avait une division, il y avait le côté féminin, le côté X-Division, le côté poids lourd. Ils auraient pu capturer les titres, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'opportunité. Je trouve ça assez dommage. Mais voilà, petit groupe que je fais sans découvrir beaucoup, parce que c'est vrai, cette équipe, je l'aimais beaucoup, mais peu de personnes la connaissaient, donc je voulais la mettre justement dans ce top, justement pour que les gens puissent la connaître. Nous passons à une prochaine faction qui est pour ma part une faction de heal que j'avais beaucoup aimé. C'est World Elite, qui a été composé d'étrangers. Donc cette composition de groupe, ça s'est passé en deux temps. Le premier temps, c'est que ça a commencé en mars 2009, où il y avait des catcheurs japonais, donc No Limit. Enfin non, il y avait Kiyoshi qui avait fait venir No Limit, donc Tetsuya Naito et Yoshiro Takahashi, qui se sont alliés du coup avec Sheikh Abdul Bashir, plus connu sous le nom de Daivari, du côté de WWE. Peu de temps après, No Limits ont quitté la compagnie et sont allés à la CMLL. Donc ils ont continué l'équipe avec Kiyoshi, Sheikh Abdul Bashir a continué d'évoluer en tag team. Le 23 juillet 2009, non, bien avant, excusez-moi. Du coup, en mai, la British Invasion a attaqué la Team 3D et a donc rejoint Sheikh Abdul Bashir et Kiyoshi. Le 23 juillet 2009, il y a eu un match tag team où il y avait les All Originals de la TNA, donc Eric Young, AJ Styles, Christopher Dennis, Beer Money, qui affrontaient justement British Invasion, Kiyoshi et Shikadu Bashir.
Mais lors du match, Eric Young s'est retourné contre les Originals de la TNA pour rejoindre la World Elite et devient donc comment dire, le leader. Voilà, et donc cette équipe avait comme but d'être une équipe composée que d'étrangers. On avait donc Eric Young qui représentait le Canada, Chikado Bashi qui représentait l'Iran, Kiyoshi le Japon, British Invasion le Royaume-Uni. Après ça a continué, ils ont eu beaucoup de titres, n'empêche. Après, il y a quand même eu un moment donné que j'ai pas trop compris, je vous l'avoue. Il y a eu comme membre Kevin Nash qui est américain, voilà, qu'ils a rejoint. On avait eu aussi comme autre membre qu'ils ont rejoint en cours de route Homicide, lui qui représentait Porto Rico. Donc c'était assez crédible, mais Kevin Nash c'était le seul américain disons qui avait rejoint le groupe. Malheureusement, l'équipe n'a pas fait long feu, on va pas se mentir, car le 4 janvier 2010, lors d'Impact, Homicide s'est retourné contre Kiyoshi, il a commencé à avoir des tensions, et tous les deux ont quitté World Elite. Du côté Terry, lui, il a turn contre Magnus et a quitté également la World Elite. En février, Rob Terry, euh, oui, non, Brutus Magnus avait battu Rob Terry, il a également quitté World Elite. Après, il y a du Douglas Williams. Et du coup, Eric Young et Kevin Nash sont restés les deux seuls, disons, à faire équipe. Et après, ils ont rejoint The Band avec Scott Hall et X-Pac. Mais sinon, c'était un groupe que de base j'aimais bien. J'aimais bien vraiment, mais malheureusement, ils n'ont pas eu un aussi gros impact que prévu, malgré qu'ils ont, pendant cette période, ils ont capturé quand même un bon petit paquet de titres. Attendez que je regarde ça. Oui, ils ont eu les EWGP Tag Team Championship avec Magnus et Doug Williams. Ils ont eu les TNA Global Championship deux fois avec Eric Young et une fois Rob Terry. TNA World Tag Team Champion Magnus et Williams. Champions Division Douglas Williams. Après, il y a eu trois membres qui ont eu le Fist on Fire, qui ont eu la mallette des Fist on Fire en 2009. Les Fist on Fire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'était un match où il y avait sur chaque poteau euh, une valise. T'avais des valises pour une chance pour le titre X-Division, un pour le titre Tag Team, un pour le championnat du monde, l'autre pour le titre global, si je ne me trompe pas, et l'autre où c'est marqué T'es viré. Donc du coup, Rob Terry avait capturé la mallette, il a eu une chance pour le titre X-Division. Kevin Nash, lui, il avait capturé et il a eu une chance pour le titre Tag Team. Et malheureusement, chez Abdul Bashir, il avait eu la mallette où c'était marqué T'es viré. Mais voilà, sinon, groupe que j'avais bien aimé, c'est pour ça que j'ai mis dans le classement. En plus, je trouve qu'il y avait des styles de catch divers et variés, des styles différents, mais malgré ça, ça matchait assez bien. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans le top 10. Nous passons au prochain groupe, qui est un de mes groupes préférés aussi de la TNA, qui était la Main Event Mafia, composée en premier temps de Scott Steiner, Booker T, Kurt Angle, Kevin Nash et Sting, qui ont été rejoints après plus tard par une autre personne, mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, la création elle a commencé en 2008, euh, quand Booker T est arrivé, qu'il y avait une petite rivalité Sting, Booker T et Samoa Joe, et de l'autre Kurt Angle avec Christian Cage, où justement Sting, Booker T et Kurt Angle se sont alliés. Et le groupe s'est formé officiellement le 23 octobre, là où il y a Kevin Nash, Booker T, Sting et Kurt Angle qui ont annoncé la création officielle de la Main Event Mafia. Et leur but était de rivaliser contre les petits jeunes qui ne méritent pas le respect. Et du coup, Booker T avait une mallette qui avait tout le temps avec lui. Et il s'est dit, je suis une légende, j'ai perdu mon titre, donc voici mon titre, le titre des légendes. Il avait donc créé le titre. Du coup, après en 2009, ils ont enchaîné quelques petites rivalités à droite et à gauche. Ils ont eu aussi tous les titres à un moment donné.
Et d'ailleurs, à Impact du 6 août, Kurt Angle a annoncé que la World Elite le rejoignait pour former un gros clan. Et lors de Hard Justice, Kevin Nash a récupéré son titre. Faut savoir qu'entre-temps, il y avait Samoa Joe qu'ils avaient rejoint. Aussi, j'ai complètement oublié. Donc, à cette époque, la Main Event Mafia possédait tous les titres. Il y avait donc Samoa Joe qui était champion X Division. Kevin Nash était devenu champion des légendes. Scott Steiner et Booker T étaient devenus, si je ne me trompe pas, champions de tag team. Et Kurt Angle, le champion du monde. Après, lors de Bound for Glory 2009, malheureusement, ils perdent tous leurs titres. Et Kurt Angle avait annoncé plus tard, lors d'Impact, que la Main Event Mafia était dissous. Et jusqu'à là, ben, on n'avait plus de nouvelles de la Main Event Mafia. Et après, en 2013, exactement en janvier, il y avait des plans, il y a justement, il y avait des plans sur un retour de la Main Event Mafia. Et du coup, une nouvelle version de la Main Event Mafia a été créée, où il y avait Sting, Kurt Angle, Samoa Joe et Brutus Magnus, et également le combattant de MMA, euh, Rampage Jackson. Et justement, il s'était reformé pour pouvoir rivaliser avec les Aces and Eights. Personnellement, j'étais content de voir Manuel Mafia, qui est d'ailleurs, comme j'ai dit, une équipe que j'adore, mais qui a également un de mes theme songs préférés ever de la TNA. Pour moi, j'ai adoré le concept parce que ce groupe de légendes, dans le premier temps, disons, la seconde Main Event Mafia qui a eu lieu en 2013, je l'ai bien aimée, mais elle a eu quand même, pour moi, moins d'impact. Je trouve que, moi, comme par Main Event Mafia, moi, c'est la première. Parce que c'était des légendes qui affrontaient les jeunes, et en affrontant les jeunes, ils arrivaient à mettre en avant les jeunes tout en restant eux en avant. Je trouvais que le booking qu'ils avaient fait pour ça était excellent. Et, et voilà, en plus, ils avaient rajouté des jeunes avec eux, parce qu'à l'époque, il y avait Samoa Joe, bon, même s'il était connu, comparé à eux, c'était un jeune, et j'aimais beaucoup. Et justement, la prochaine groupe que je vais vous présenter, c'est un groupe qui était un de leurs rivaux, et voilà. Donc, je vous conseille de regarder Madame Main Mafia, c'était assez intéressant. C'était un peu ambiance mafia italienne. J'aimais bien un peu le délire, où justement, Kurt Angle avait une tenue spéciale, enfin sa tenue bleue de lutteur, où il avait une rose, où il se disait qu'il était le parrain de la Main Event Mafia. C'était un peu ambiance mafia, j'aimais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le top 10. Nous passons au prochain groupe, que là il n'y aura pas grand chose à dire parce que c'est un groupe qui n'a pas duré longtemps en fait. Ce groupe a été juste créé là pour affronter et rivaliser face à la Main Event Mafia. Du coup, c'était une équipe, bah, les membres de base, vous les voyez sur cette photo, c'était Samoa Joe, Rhino, AJ Styles et la Team 3D. Mais il y avait également d'autres membres, vu que c'était le base composé de jeunes. Il y avait, pour citer, Christopher Daniels, les Motor City Machine Guns, Consequence Creed, plus connu sous le nom de Xavier Woods. Il y avait la Beer Money, Jay Lethal, ODB, Pete Williams et Eric Young avant qui crée la World Elite. Justement, donc c'était un groupe euh, qui était composé de jeunes et de vétérans qui étaient là pour défendre la TNA. Et je trouvais ça pas mal parce que justement ça mettait les jeunes gars de la TNA en avant. Et en plus, il y a eu beaucoup des membres de leur groupe que durant cette période ils ont été champions. À vous dire, on a eu oui, enfin les deux les Bros, Team Trady comme vous voulez, qui ont été IWGP Tag Team Champion. Il y a eu également de ce groupe-là les Motor City Machine Guns dans cette période qui ont été une fois champions IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. Il y a eu J-Stars qui avait capturé le titre des légendes de Booker T. Donc voilà, il a été une fois champion des légendes. On a eu deux champions de division. On a eu Eric Young et Alex Shelley lors de cette période. Et on avait eu Lethal Consequences, donc Jay Lethal et Consequence Creed qui étaient devenus champions tag team.
Donc comme je l'ai dit, ce groupe, voilà, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il a pas fait une longue durée, mais malgré tout, je trouvais que c'était bien de le mettre dans le top parce que c'était un concept pas mal de mettre des légendes avec des jeunes pour rivaliser à un groupe justement composé que de légendes. Donc non, je trouvais ce groupe pas mal et je voulais le mettre dans le top 10 parce que je suis sûr que peu de personnes savaient que ce groupe avait existé. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans le top 10. Nous passons donc à la dernière faction de ce top, qui est nul autre que le Beautiful People, qui ont eu plusieurs, comment dire, plusieurs moments, disons. Bon, pour commencer, Angelina Love et Velvet Sky ont débuté à la TNA en 2017 sous le nom de Velvet Love Entertainment, où elles étaient clairement des faces. Lors de Turning Point 2007, Velvet Sky et Angelina Love sont dans un tag team match. Euh, donc, elles affrontent ODB et Roxy et elles perdent. Et du coup, elle commence à devenir heal en s'en prenant Roxy, en voulant la maquiller, etc. Et peu de temps après, elles adoptent une, oui, voilà, une gimmick, je cherchais le nom, un peu de meufs qui se la pètent, un peu superficielles et tout. Elles se font appeler The Beautiful People, où justement elles se mettent très sexy, où elles, leur but c'est de d'éradiquer les gens moches de la du monde, quoi. Elles mettaient 5 en papier sur la tête des gens qu'elles trouvaient moches. Elles ont eu plusieurs rivalités contre, contre Roxy, comme j'ai pu le dire. Ça a été d'ailleurs leur première rivalité. Elles ont eu des matchs des matchs assez importants dans The Queen of Cage, dans des Battle Royale. Bon, elles ont eu participé à plusieurs types de matchs. Et malgré ça, le public a continué à les soutenir. Et il y a eu également, faut savoir, que, que en août, exactement le 14 août, il y a Clip James, euh, donc Billy Gunn, qui devient le membre masculin du groupe. D'ailleurs, ça a été le seul membre masculin du groupe. Bon, après, voilà, elles ont été, comment dire, plusieurs fois championnes et tout. Après, peu de temps après, elles introduisent en février 2009, exactement le 26, une nouvelle knockout, Madison Rain, qui rejoint leur groupe. Donc voilà, elles ont eu plusieurs rivalités, ce serait trop long de, de vous expliquer. Mais malheureusement, euh, je crois que Madison Rain avait perdu, donc ils se sont, comment dire, débarrassés d'elle. Et il y a eu du coup Lacey Evans, Lazy Von Erich, pardon, qu'ils a remplacé. Von Erich et Velasquez ont été champions de tag team et, et Angelina Love avait été championne solo. Après, en 2010, elles se sont séparées. Mais après 2010, ouais, je sais, je me mélange un peu parce que elles ont eu tellement une longue carrière en équipe. Donc du coup, il y a eu une storyline un peu avec Winter, euh, où, euh, où en gros, Winter avait c'était un peu une rivalité un peu lesbienne, si je peux le dire, où il y avait Winter qui était amoureuse de Angelina Love, donc Angelina Love s'était un peu retournée contre les Beautiful People. Après, elle s'était reformée en indépendant en 2011 et 2012, où elles ont aussi catché à la Triple A. Et il y a eu vraiment leur dernière réunion en 2014, après que Velvet Sky euh, n'a plus été avec du coup Chris Sabine. Elles ont reformé les Beautiful People une dernière fois du côté d'Impact. Et après, la formation avec les Beautiful People se sont terminées en 2016 face à une dernière
rivalité avec Dollhouse, qui était un groupe composé de Jade, Miyagi, Marty Bell et de Rebel, et il y avait également eu Taryn Terrell. Donc voilà, elles se sont, disons, elles ont réussi du coup à mettre en avant des jeunes catcheuses. Et personnellement, j'adorais cette équipe et elles ont quand même eu des très très bons règnes. Angelina Love a été 2 fois TNA Knockout Champion. Non, Angelina Love elle a été 4 fois, excusez-moi. Madison elle a été 2 fois. Velvet Sky, je crois qu'elle a été 1 ou 2 fois. Euh, Madison Rain, Velvet Sky et, et Lacey Von Erich ont été 1 fois championnes tag team. Voilà. Euh, Après, il y a eu quoi? Il y a eu Angelina Love qui a remporté le tournoi de tag team. Et dans un Fist of Fire match en 2015, Velvet Sky avait été renvoyé. Mais voilà, je les ai mis en dernière parce que bon, c'était un groupe féminin que j'aimais beaucoup et je trouve qu'il a quand même marqué la division féminine d'Impact Wrestling. Donc voilà, j'ai voulu le mettre. Il y a eu plusieurs, comment dire, plusieurs R avec Madison Rain, Lazy Von Erich. Bon, pour moi, les Beautiful People, ça reste quand même Angelina Love, Velvet Sky et Madison Rain. Pour moi, c'était un groupe que j'aimais bien parce que malgré qu'elles étaient très jolies toutes, très sexy et tout, elles avaient quand même un in-ring assez correct. Elles s'amélioraient d'année en année. Et je trouve, voilà, qu'elles se sont quand même améliorées. Il y a eu une autre version un peu de Beautiful People en 2.0 à l'Aero The Haller où il y avait Angelina Love, Velvet Sky et cette fois-ci il y avait Mandy Leon. Mais bon, après, Velvet Sky est vite parti du côté d'NWA. Honnêtement, j'espère qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une réunification de ce groupe que je trouvais juste extraordinaire. Voilà, après, je pense que Beautiful People, c'est quand même un groupe assez connu. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé en détail de leur carrière. Mais en tout cas, je vous conseille leur match. C'est très divertissant. Et il y a même certains qui sont très bons in ring. Nous arrivons d'ores et déjà à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai eu cette idée de petit top 10 parce que voilà, je savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit top 10 parce que j'avais déjà dit que je comptais faire des top 10 et j'ai eu l'idée de ça. J'ai mis partie 1 justement car il y a d'autres équipes que j'aimerais vous partager. Donc si je vois que cette vidéo vous plaît, j'en partagerai une autre, une partie 2 où je présenterai d'autres groupes, ouais, comme par exemple, je sais pas, qui vient en tête, American Most Wanted, Triple X, Dollhouse, voilà, il y en avait beaucoup, donc n'hésitez pas à me le dire. Je m'excuse déjà auparavant si des fois dans la vidéo j'ai un peu bafouillé ou mis du temps avant de dire quelque chose, c'est parce que la vidéo, il y a une bonne partie que j'avais déjà faite, j'avais justement une note, et quand j'ai voulu la télécharger, justement, ben, ça s'était supprimé. Et malheureusement, ma note, en croyant que j'avais fini la vidéo, j'avais supprimé. Donc, j'ai dû après tout refaire de tête. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des trucs que j'ai hésité, des trucs que je me suis repris. Donc, je m'excuse auparavant. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire tout mon possible pour pas qu'il y ait de soucis. Et je garderai mes notes à côté de moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et également dites-moi en commentaire s'il y a un top 10 en particulier que vous aimeriez voir sur la chaîne, que ce soit de TNA, WWE, Indie, Mexique. N'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi je vous dis à plus à une prochaine vidéo.